Une année particulière à l'école. Ouais. Tu vas faire un discours? Je vais faire un discours là maintenant? Non. Parce que t'as... Non, j'ai un micro parce que, tu sais, c'est ma dernière année cette année. Oh, c'est la dernière là? Oui, la dernière entrée, ouais. Est-ce que vous avez l'heure, les enfants, s'il vous plaît? Ouais. Oui, 8h48. D'accord. Bon, je vais y aller, moi. Bonne rentrée. C'est parti. Bah oui, c'est parti. Ça va, pas trop émouvant? Un peu. Je vais sonner? Oui, c'est bon. Dire, ouais, parfait. Dans ce podcast, nous suivons la dernière année avant la retraite du directeur de l'école La Source, une école nouvelle, privée et sous contrat d'association avec l'État. Ce directeur, c'est Yves Herbel. Il a accepté de nous raconter cette dernière année particulière, mais aussi toutes les autres et sa vision du métier d'enseignant et de directeur. Une année particulière à l'école, épisode 4, le climat scolaire. Laisser une trace. En acceptant le principe de ce podcast, Yves n'a eu de cesse d'insister. Je ne veux pas faire un plaidoyer de la source, mais plutôt laisser une trace, quelque chose auquel on puisse se référer pour poursuivre un travail qui est en constante évolution, s'en inspirer peut-être et l'améliorer. Nous sommes entrés en 2025. L'année avance, avec elle sans doute les premiers échanges pour savoir qui pourrait reprendre le flambeau et continuer ce compagnonnage si cher à Yves. Mais dans cet épisode, nous avons choisi de parler du climat scolaire. Parce que oui, dans une vie d'enseignant et de directeur, certains événements viennent bousculer le quotidien. Mais avant cela, qui dit 2025, dit avant tout... Bonjour Yves et bonne année particulière. Merci et bonne année à vous aussi. Là, on vient de passer les vacances de décembre, Noël, le Nouvel An. Qu'est-ce que ça signifie dans le calendrier scolaire? Qu'est-ce que y a une montée avant et là on est dans la descente déjà vers la fin de l'année ou pas? Ah oui, c'est étonnant parce que l'année, elle se divise pas vraiment en 6 et 6 quoi. On a vraiment jusqu'à Noël et puis après on a la deuxième partie de l'année et la deuxième partie de l'année ça défile. C'est vraiment après Noël, on est déjà un peu dans la préparation de l'année suivante et ça va très très vite. Les enfants reviennent différents en fonction des événements qu'ils ont vécus pendant ces vacances, il s'est forcément passé des choses dans les familles. C'est quelque chose auquel vous êtes attentif, ça? Alors, il faut toujours savoir que les derniers temps avant Noël sont toujours des périodes difficiles. Voilà, les enfants sont fatigués, il y a une impatience de Noël, il y a les changements de lumière, il y a un certain nombre de choses qui font que généralement les enfants terminent décembre un peu rincés et nous aussi nous sommes rincés. Les vacances de Noël sont pas particulièrement reposantes, donc la reprise, elle peut être toujours un peu difficile. Je dirais que cette année, pour l'instant en tout cas, ça se passe plutôt bien. Tout le monde avait l'air content de reprendre. Mais il y a quand même une influence de la lumière, je crois, sur les ressentis. Et là, on va avoir les jours qui vont commencer petit à petit à rallonger et ça a un impact sur l'ambiance dans la classe. Après, la météo a un impact important. On voit en ce moment, on n'arrête pas d'avoir de la pluie. On a une année pluvieuse comme on a rarement eu. Ça complexifie la vie un peu des écoles. L'ambiance, le climat scolaire, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous nous avez un peu suggéré la discussion d'aujourd'hui. Être garant d'un bon climat scolaire, ça c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, je crois que c'est ma fonction principale. Il y a de l'organisation, effectivement, il y a de l'écoute, etc. Mais ma responsabilité, elle est entre autres sur le climat. Au sein de l'établissement. C'est-à-dire comment faire pour que l'école reste un lieu un peu apaisé, un lieu joyeux, mais ça, on avait peut-être déjà évoqué les choses. Oui, je suis très attentif à ça. Il y a plusieurs événements, qu'ils soient internes ou externes à l'école, qui peuvent venir perturber ce climat scolaire. Tout au long de votre carrière, quels sont ceux qui sont percutants, significatifs? Alors comme ça, il y en a plusieurs qui reviennent. Souvent, effectivement, évidemment, ce sont des choses pas souvent gaies, quoi. Il y a deux choses. Il y a ce qui a pu avoir un impact sur moi et ce qui a pu avoir un impact sur l'école. Récemment, on a vécu, par exemple, l'année dernière, le décès d'une enseignante. Ça fait quand même partie des choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre en tant que directeur. Annoncer aux collègues, annoncer aux enfants, annoncer aux parents, accompagner tout le monde à ce moment-là.
C'était quand même quelque chose de particulièrement difficile à vivre. On n'est pas préparé du tout à ça. On n'est pas du tout formé quand on prépare les concours d'instit ou... Non. Et j'ai eu dans ma carrière effectivement à gérer des drames, quoi. Bon, là, c'était très très proche de nous, mais j'ai eu à gérer des décès de parents, des fois dans des moments particulièrement compliqués. C'est une expérience humaine profondément troublante, voilà. J'ai eu quand même 4 ou 5 fois à gérer ce genre d'événement, quoi. Donc, Dans ce cas-là, votre rôle, quel est-il ? Mon rôle, c'est ne pas craquer, voilà, rester en apparence en tout cas solide. C'est vrai que la fonction fait que de toute manière, ça nous garde, ça nous tient aussi. Même si l'émotion, elle est à l'intérieur, ça crée aussi des relations particulières. C'est évident que j'ai des relations particulières avec, je pense entre autres à 2 familles où on a le sentiment d'avoir traversé ensemble un peu quelque chose. Et puis avec l'équipe, au moment du décès de notre collègue, c'est sûr qu'à la fois il fallait tenir le groupe, quoi, se dire être à l'écoute, organiser les choses. Ouais, c'est peut-être les choses les plus difficiles que j'ai eu à vivre pendant cette période-là. Les enfants, ils peuvent être surprenants dans ces moments-là ? Ah oui, ouais. C'est-à-dire que à la fois ils ont cette capacité à être dans l'instant présent, c'est-à-dire à continuer à jouer, à vivre, que ce soit quand il leur arrive effectivement un drame personnel, que ce soit au moment où ils ont pu exprimer des choses au moment du décès de l'enseignante. Voilà, ça c'était, on a eu des paroles que je trouve incroyables. Et oui, c'est difficile de ce dont on parle là, d'un seul coup. Oui, c'était. J'ai dû quelquefois réagir un peu à l'instinct dans ces moments-là. J'ai pas beaucoup réfléchi en réalité. J'ai essayé de trouver les mots et j'ai essayé à ce moment-là d'être le plus naturel possible. Je sais pas trop ce que ça veut dire dans ces cas-là, naturel, mais pas essayer de cacher les choses aux enfants. On se retrouve seul à ce moment-là dans la fonction ou on est aidé par l'équipe ? Alors, on est aidé par l'équipe, voilà. Même si on est quand même plus dans l'idée d'aider l'équipe. Dans ces cas-là, effectivement, il y a des échanges aussi. Je sais que j'ai pu aussi échanger avec ma collègue du collège-lycée, qui est une directrice aussi. Là, dans ces cas-là, effectivement, on a besoin des moments d'en parler. Mais à un moment donné, on est seul, quoi. Quand on est face au groupe d'enfants, quand il faut dire les choses. J'ai joué ça un peu à l'instinct, voilà. Mais je sais aussi que ce genre de choses, c'est dans la durée aussi. Donc peut-être qu'on voit même avec le groupe d'enfants qui a vécu ça l'année dernière, il faut qu'on reste vigilant parce que on sait que à la fois les enfants passent très vite à autre chose, mais à la fois ça ressurgit à d'autres moments. C'est pas parce que l'enfant n'exprime plus rien que c'est terminé, quoi. Donc il faut rester vigilant. On a eu aussi un peu par hasard, mais on a un ancien élève qui dans ses études après s'est intéressé à ce genre de questions et qui faisait partie d'une plateforme de ressources autour des questions de deuil. Donc ça, j'ai pu l'utiliser ou au moins donner aux parents aussi des pistes. Parce que dans ces cas-là, il faut aussi aider les parents à trouver les moyens de répondre à ces questions. Donc les orienter sur des ressources possibles. Je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est vrai que vous avez traversé aussi quelque chose qu'on a tous traversé. On a marqué les 10 ans il y a pas très longtemps. Ce sont les attentats de 2015. Ça a commencé par Charlie. Il y aura le Bataclan au mois de novembre. Ça a été un moment vraiment particulier dans votre carrière. Oui, j'ai un souvenir très précis, des attentats au Bataclan plutôt, où on devait se voir le samedi matin ici. On avait une formation qui était prévue et donc effectivement on a annulé et je me souviens être venu à l'école entre autres pour enlever les drapeaux. Pour moi, je sais pas, symboliquement il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, c'était difficile, mais on a eu une réaction, encore une fois, de solidarité qui était très forte. On a la chance, nous, d'avoir des dispositifs existants pour que la parole des enfants sorte.
Donc, je dirais que on n'a pas eu trop de difficultés avec les enfants à pouvoir aborder les questions. On s'est retrouvés le matin, on s'est retrouvés dans la salle des profs, on s'est mis d'accord sur une manière de faire. Et puis, on a laissé les lieux de parole qui existaient, en fin de compte, ont parfaitement rempli leur fonction. C'est que très vite dans les classes, dès le matin, au Quoi de neuf, les enfants en ont parlé. Donc, les adultes se sont retrouvés dans une situation de répondre. Puisque les enfants ont l'habitude de pouvoir exprimer des choses, c'est leur quotidien, alors pas pour des choses aussi dramatiques, mais le jour où on a ce type d'événement, naturellement, la parole sort. Donc l'adulte, à ce moment-là, il est dans une autre position. C'est celui qui va écouter, qui va essayer de répondre comme il peut. Et les choses se sont faites naturellement. On n'a pas eu les difficultés qu'ont pu avoir certains établissements scolaires, par exemple, de se dire on va faire un temps de parole pour que les enfants puissent s'exprimer. Ça, c'était très artificiel parce que ça s'organise, ça s'improvise pas. Il suffit pas de se dire on va se parler en groupe pour qu'on parle. C'est vraiment un travail de longue haleine. Ça commence dès les petites classes, et d'où certaines difficultés qu'on peut rencontrer des collègues. Parce d'abord, certains profs qui étaient désemparés parce qu'ils ne savaient pas comment faire parce que c'était pas dans leur pratique, ou des enfants qui, d'un seul coup, ont pu libérer des paroles extrêmes, puisque là, ils avaient l'opportunité d'un moment où ils pouvaient s'exprimer. Nos pratiques hebdomadaires quotidiennes ont fait que les choses se sont passées dans cette circonstance, je sais pas, c'est difficile de dire ça, mais le moins mal possible, en tout cas le mieux possible. Et il y avait quand même, encore une fois aussi, un fort sentiment dans ces cas-là d'une équipe qui est très solidaire, quoi. Et ça, c'est très aidant pour moi, entre autres. Ça, c'est une spécificité de la source, d'avoir, j'ai envie de dire, d'accueillir ce qui se passe et ce qui intervient du monde extérieur. On voit que c'est assez différent. On a le sentiment de l'extérieur que c'est pas une école close et que c'est une école qui est prête à s'ouvrir au monde et qui est un peu plus ouverte au monde que les autres. Oui, je crois que vous l'avez très bien dit. Accueillir le monde extérieur à l'intérieur de l'école, dans différents domaines, on utilise énormément ça. Et pour des choses qui sont pas du tout importantes, qui peuvent. Et là, en l'occurrence, dans ce type de moment, je crois que ça joue un rôle essentiel. Ça a changé, puisqu'on est sur le climat scolaire, ça a changé le climat scolaire après, puisque c'est après qu'on a vu arriver les entraînements alerte attentat. Est-ce que ça instaure un climat quand même un peu anxiogène au sein de l'école ou pas ? Je pense que ça renforce quelque chose qui était déjà un peu en place. C'est-à-dire que ce climat anxiogène, on le sent, même avant les attentats, c'était déjà quelque chose qui existait. Et la source, par exemple, elle-même, dans les dernières années, a évolué. On est beaucoup moins ouvert qu'on était avant. Les anciens nous en parlent. Comment, avant, les portes sont fermées, il faut sonner pour rentrer, ce qui n'était pas du tout le cas. On rentrait, on sortait parfaitement librement, sans aucun contrôle, sans rien. Maintenant, c'est très difficile. Et on a une porte, on a quelqu'un à l'accueil, on a une caméra qui regarde, on laisse rentrer. Alors même si on fait très attention à ne pas fermer l'école, et on laisse, nous encore, par exemple, les parents rentrent encore énormément dans l'école, malgré tout, nous-mêmes, on n'échappe pas à ce climat de surveillance et d'angoisse. Moi, c'est une des inquiétudes que je peux avoir pour l'avenir et notre pédagogie. C'est-à-dire qu'on a peut-être parlé, ou vous connaissez bien la source, donc vous savez que les enfants jouissent d'une grande liberté. Je me dis, mais cette liberté, elle est de plus en plus contestée par les normes sécuritaires, et surtout énormément d'angoisse. Donc c'est plus compliqué. J'espère que dans l'avenir, ces fondamentaux ne seront pas remis en cause par ce type de questions. Vous, votre rôle, c'est d'être justement celui qui doit prendre en compte tous ces paramètres-là. C'est-à-dire que j'imagine que dans ces moments-là, que ce soit chez les enseignants, chez les parents, il y a des sentiments contradictoires et des volontés contradictoires, en mode soit très sécuritaire, inquiétude, soit au contraire, gardons l'esprit de la source. Et vous, votre rôle précisément, c'est ça, c'est d'arriver à trouver la bonne option, à trouver le juste milieu ? Oui, c'est en partie, mais surtout, c'est à accepter, alors moi je ne crois pas que ça soit un risque, mais de prendre sur moi et de ne pas me laisser moi prendre par des angoisses collectives.
là, je discutais du rôle de direction puisque je commence les rendez-vous avec des futurs candidats ou candidates et j'en parle beaucoup de ça en disant oui, si la direction n'est pas intimement convaincue que cette liberté de circulation, par exemple, c'est essentiel, tout le pousse à renoncer. Sa responsabilité, voilà. Et aucun parent, ou très peu, peut-être à part des parents très militants, viendrait râler en disant comment les enfants n'ont plus le droit de circuler seuls dans l'école. Voilà. Et cette liberté de circulation, par exemple, j'insiste de plus en plus lors des rendez-vous d'inscription en expliquant aux parents, vous savez, ok, ici on parle d'autonomie, parce que tout le monde parle d'autonomie. Personne n'est contre l'autonomie des enfants. Mais ici, c'est pas un simple concept, c'est une réalité. Vos enfants, dans un cadre organisé, mais sachez que vos enfants pourront se retrouver seuls dans une classe, pourront se retrouver seuls dans la cour de récréation. Je n'ai jamais eu un parent qui m'a dit « Non, je ne veux pas ». Mais je sais que le jour où il tombe, il se fait mal et d'un seul coup, il vient me voir et me dit « Mais enfin, il n'y avait personne pour le surveiller ». Alors je leur dis deux choses à ce moment-là. Je leur dis « Je vous ai dit qu'il y a des moments où il serait seul. Et deuxièmement, parce que je le sais, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui surveille dans la cour qu'un enfant qui tombe ne se fera pas mal. Voilà. Mais ça nécessite effectivement une forte conviction. Et avec le temps... Ça, c'est quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure des années ou pas ? Non, je pense que je l'ai toujours eu. On peut avoir tendance à s'émousser avec le temps par rapport justement à cette force qui s'exerce sur nous en termes de responsabilité. Mais je pense que moi, j'ai toujours été convaincu d'un certain nombre de choses. Et entre le jeune éducateur que j'étais à 20 ans, et même si je suis je suis plus nuancé dans un certain nombre de choses, mais par contre, ces convictions-là, je les ai pas perdues. Et d'ailleurs, dans le profil, entre guillemets, de la personne qui pourrait reprendre le flambeau, pour moi, ça va être hyper important. Savoir si cette personne va pouvoir garantir... et du coup accepter la charge mentale aussi de tenir sur ce genre de principe. Vous avez dit, faut que je sois le garant, en tout cas, faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas d'angoisse collective. Évidemment, je continue puisque c'est moi qui annonce les mauvaises nouvelles aujourd'hui. Il y a aussi une période qu'on a tous vécue et qui est pas si lointaine, c'est celle du Covid. Alors là, quand un événement comme ça débarque au sein d'un établissement, il se passe quoi ? Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous étonner, mais moi, j'ai pas du tout un mauvais souvenir du Covid. Et donc ça, c'est étonnant. J'ai été super fier. J'ai été super fier de l'équipe, la manière dont les enseignants se sont emparés de tous les outils possibles, leur réactivité, la manière dont ils se sont adaptés. Et bizarrement, j'ai envie de dire, mais ça reste entre nous évidemment, que moi, j'ai pas été débordé par le travail. J'ai dû maintenir le lien, créer le lien, prendre des nouvelles des uns et des autres, que les rouages fonctionnent le mieux possible. Mais c'est surtout les enseignants qui ont fait un travail extraordinaire à ce moment-là, quoi. Et puis encore une fois, on avait une équipe hyper solidaire et des parents aussi solidaires. On a tous été très reconnaissants. Là, on a de la chance, nous aussi, puisqu'on est globalement, on avait des enfants qui se sont retrouvés dans des conditions qui n'étaient pas catastrophiques. La plupart de nos familles, à part 2 ou 3 à qui on a dû venir en aide sur un prêt d'ordinateur ou ce genre de choses, on a des familles qui avaient une connexion Internet qui était souvent de qualité, qui permettait aux parents de travailler, aux enfants de travailler, etc. Bon. Et cette période a été aussi, d'une certaine manière, pour les parents qui se sont retrouvés dans des tâches d'enseignement, une période où ils ont eu un peu une réalité de notre quotidien, quoi. Donc on a eu quand même beaucoup de remerciements. Il se dit beaucoup qu'il y a eu une rupture avec le Covid, notamment au niveau des enfants qui ont vécu ça de manière très différente et qu'il y a des effets, on va dire, à plus long terme qu'on n'a pas ressenti sur le coup. Est-ce que vous le voyez ? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont, entre guillemets, changé, décroché ? Franchement, moi, je le vois pas trop. Mais peut-être que je passe à côté de choses. J'ai pu le sentir par rapport à des enfants qui sont arrivés de l'extérieur. Voilà. Où il y a eu des enfants qui ont eu vraiment de très longues périodes blanches, quoi. Où il n'y a rien eu. Et là, ça a pu laisser des traces. Pour nos élèves, ce que j'ai senti peut-être, mais c'est lié aussi à d'autres éléments, c'est une montée de l'angoisse chez les enfants, qu'on retrouve beaucoup actuellement sur les enfants qui sont au lycée, avec
l'éco-anxiété, une vision du futur quand même qui est pas drôle, quoi. Ça, je pense que ça a une conséquence, sur les élèves. Chez les plus jeunes, ça se sent moins. Mais ils sont quand même tous énormément informés sur un certain nombre de choses et ils ont intégré cette histoire de réchauffement climatique et des conséquences qu'il pourrait y avoir sur le futur. Et ça, on le sent chez les enfants. Et c'est quoi le rôle de l'école sur ces questions, notamment sur l'éco-anxiété ? Je sais pas, pour les adolescents, c'est autre chose et à la limite, je me sens pas très compétent et surtout, j'ai pas l'expérience, donc là-dessus, je pourrais pas en parler. Sur les questions écologiques, ça a été dans les 10 dernières années, effectivement, un travail éducatif qui a été mis en place au sein de l'école avec tout un tas de choses, avec la création d'un agenda 21, c'est-à-dire avec des enfants quand même qui se sont investis dans un certain nombre de choses. Au primaire, on a essayé, et en l'occurrence, c'est devenu un peu une blague parce qu'on m'appelle Monsieur Poubelle Jaune. Mais moi, j'ai essayé d'être dans des choses très concrètes. Voilà, c'est le tri, le compost, donner des responsabilités aux enfants, c'est-à-dire de les mettre dans une situation où ils sont acteurs. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est débat à l'intérieur des classes, réflexion de manière générale, mais c'est surtout essayer de faire que les enfants s'impliquent concrètement dans un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'ils se bougent un peu, qu'ils ne sont pas spectateurs, mais qu'ils aient quand même l'impression qu'on peut améliorer les choses à notre niveau, sur des petites choses. Mais c'est un peu le principe du colibri, Alors, c'est moi qui vais mettre les pieds dans le plat. Ça fait plusieurs fois depuis le début de cet entretien que vous évoquez les entretiens, la séquence qui a commencé pour choisir votre successeur ou la personne qui vous succédera. Sans rentrer du tout dans le débat de qui ça va être, etc. C'est pas la question, mais quels sont vos critères ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Ce que je sais, c'est que je fais attention à ne pas essayer de trouver un clone. Voilà, ça c'est évident. De pas chercher une personne qui me ressemblerait. Voilà. Au contraire, je crois que ça va être intéressant d'avoir une personne qui va être différente, mais avec des valeurs communes. Voilà, il peut y avoir des personnalités différentes, il peut y avoir des parcours différents, parce que moi j'ai eu un certain parcours. Là, je rencontre des personnes qui ont eu d'autres parcours. Ce que j'essaie, c'est de trouver des personnes qui ont un parcours qui n'est pas obligatoirement linéaire. Voilà, des gens qui ont fait autre chose que de travailler dans l'enseignement. Ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Et puis surtout des gens qui ont le feu sacré, qui ont l'envie. Et ça, c'est important. C'est vraiment important de trouver quelqu'un on sent qu'il y a du désir, On a commencé en vous demandant ce que signifiait cette nouvelle année, la séquence qui commence, etc. Vous nous avez parlé des élèves, vous nous avez parlé des enseignants. Et vous ? Parce que là, c'est la dernière nouvelle année qui commence pour vous à l'école, dans le cadre scolaire. Comment vous le vivez, tout simplement ? C'est très inégal. Comment dire ? C'est un peu particulier parce que je pense qu'il y a quelquefois, je fais la politique de l'autruche, clairement. Voilà, j'avance, je fais ce que j'ai à faire, etc. De temps en temps, je peux me dire, ça va vraiment me manquer. Quand il y a certains événements, quand je vis certaines choses, je me dis, waouh, ça va me manquer. Après, il y a des moments où je me dis, waouh, ça va être chouette le dimanche soir, au retour des vacances, de pas me dire que demain c'est la reprise. Par exemple, j'ai eu beaucoup de mal le lundi de la reprise, là. Mais vraiment, j'étais épuisé au bout d'une journée. C'était très difficile la remise en route. Et là, je me suis dit, ça doit être bien le dimanche soir quand le lendemain, il n'y a pas école. Voilà. Non, je suis concentré sur les missions à terminer. C'est un peu, moi j'ai fait un peu de course à pied, j'ai fait du marathon, un peu, pas énormément, mais un peu. Et j'ai cette image, c'est-à-dire, 1 kilomètre, je me concentre sur le kilomètre qu'il y a à faire, et je sais que kilomètre par kilomètre par kilomètre, il y aura la ligne d'arrivée. Voilà. En tout cas, nous, on sera ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour poursuivre la discussion. À très vite.